Bonjour, je suis Irène Lorient et je souhaite partager avec vous mon expérience sur un trouble alimentaire dont souffrent beaucoup de personnes dans notre société, la façon dont j'en suis sortie et la naturopathie. Je me présente. J'ai eu un parcours de vie atypique et très enrichissant. J'ai tout d'abord été préparatrice en pharmacie pendant 3 ans, puis patronne d'une boulangerie pendant 18 ans, ensuite professeure de peinture sur porcelaine pendant 15 ans, et ensuite j'ai fini par reprendre des études sur le tard pour retrouver ma passion première, la santé. Je suis devenue naturopathe, l'aboutissement de ma vie. La première photo date de juin 2011, lors de mon remariage. Je pesais alors 105 kg. J'étais en prédiabète, j'avais du cholestérol, je souffrais du dos, des genoux et je savais que j'étais sur une très mauvaise pente. Toutes les maladies que l'on dit de civilisation me guettaient. La deuxième photo est d'actualité, donc 6 ans plus tard. Je n'ai plus aucun des symptômes que j'ai cités précédemment, c'est une renaissance sur tous les points de vue. Entre les deux, il y a eu une révolution dont je parlerai un peu plus tard en détail. Pour l'instant, je dis simplement que j'ai toujours souffert toute ma vie d'une maladie qu'on m'avait dit présentée comme psychologique, ce qui s'est avéré faux. La boulimie de type hyperphagique. J'en suis enfin guérie depuis bientôt 6 ans. Cette guérison a eu des conséquences inattendues sur le cours de ma vie. Je vous laisse lire et vous imprégner de cette phrase dont j'ai fait ma devise. Autrement dit, il faut arrêter de salir régulièrement son organisme avec des produits qui ne lui sont pas adaptés pour lui laisser le temps de s'auto-réparer, comme dans le cas de la cicatrisation par exemple. Voici les grands singes anthropoïdes, les bonobos, les chimpanzés par exemple, nos cousins avec qui nous partageons 98,7% de patrimoine génétique. Et nous voilà. Nous étions alors des chasseurs-cueilleurs, nomades, nous nourrissant de ce que la nature nous fournissait à l'état brut. L'évolution nous a menés sur une autre route que les singes, mais nos systèmes digestifs sont pratiquement identiques. La même base alimentaire est prévue pour tous les primates, nous allons la définir plus loin. Vers moins 10 000 ans, les premières traces de notre sédentarisation ont été découvertes. L'agriculture était née. Puis, vers moins 8 000, l'élevage. Des progrès qui nous ont apporté leur lot d'inconvénients et d'avantages. Les premières caries, les premières épidémies à cause de la promiscuité avec les animaux, l'arthrose, les premières maladies posturales dues au travail de la terre, mais aussi une certaine sécurité alimentaire, bien que toute relative. Nous allons maintenant parler de l'alimentation physiologique de notre espèce. Voici une pyramide alimentaire du siècle dernier. À la base, énormément de féculents et de céréales, aliments qui apportent beaucoup de glucides, qui rassasient évidemment, mais par leur abus actuel donnent lieu à de grands déséquilibres dans notre organisme. Et voici la nouvelle pyramide alimentaire. Beaucoup de verdure, des feuilles, des racines, des légumes, des fruits, des féculents un petit peu, des céréales intégrales et bio, des oléagineux, des avocats, des graines, des petits animaux, tels que les volailles, les lapins, le poisson, des légumineuses, des œufs, des fromages frais et du yaourt bio, de chèvre ou de brebis. Et tout en haut, du bœuf, du porc, éventuellement, des aliments industriels raffinés que l'on doit réserver à certaines occasions. Et le plaisir alors? La célèbre naturopathe Irène Grosjean a été ma source d'inspiration. Mais aussi Marie-Sophie L, avec sa cuisine vivante, un peu plus sophistiquée pour les occasions. La place du plaisir dans notre société.
Dans notre monde occidental, le plaisir a pris une place prépondérante. Sous toutes ses formes, alcool, jeu, sexe, malbouffe, sport, tous les plaisirs peuvent devenir une addiction et une fois un seuil franchi, faire souffrir. Dans la nourriture actuelle, sucrée, transformée, beaucoup trouvent l'équivalent d'un médicament pour soulager l'anxiété, le stress, comme avec l'alcool d'ailleurs. C'est le même principe. La nourriture, une fois qu'on est soigné, peut enfin retrouver une importance normale et le plaisir peut lui aussi être ressenti avec des goûts moins extrêmes, moins sucrés, moins salés. Une nouvelle échelle du plaisir. Un petit test maintenant. Avez-vous déjà dit « Je sais que je ne devrais pas manger ça pour ma santé, mais je ne peux pas m'en empêcher, c'est trop bon. » Je suis trop gourmand. Quand je commence, je n'arrive plus à m'arrêter. Je n'ai aucune volonté, ou bien j'ai de moins en moins de volonté pour l'alimentation. Mangez-vous souvent sans faim ou par ennui, après une émotion négative, dispute, colère, frustration, voire même positive, grande joie, bonne nouvelle, fête. Une image, une odeur, une publicité, une vitrine peuvent-elles vous faire craquer même si vous n'avez pas faim? Avez-vous des pulsions irrépressibles pour le gras et sucre, gâteau, chocolat, pizza, biscuits apéritifs, la farine blanche étant considérée comme un sucre rapide? Vous sentez-vous addict à d'autres plaisirs? Devez-vous mettre en place des attitudes compensatoires pour atténuer les conséquences d'une consommation calorique excessive? Régime tous les lundis, du sport en excès pour éliminer, ou d'autres choses. Qu'appelle-t-on troubles alimentaires? Il s'agit d'une addiction. Tout plaisir peut devenir une addiction, le sucre, la malbouffe, l'alcool, le sexe, le sport, le jeu, les réseaux sociaux, les achats. Pour l'addiction que j'aborde ici, voici 3 troubles alimentaires qui sont plutôt bien reconnus. Les boulimiques mangent compulsivement, puis utilisent une ou des techniques compensatoires. Elles épuisent leur énergie vitale et les divers organes. Les vomissements, les laxatifs, les périodes de jeûne ou une grande restriction, le sport en excès. Les hyperphagiques ont les mêmes pulsions que les boulimiques, mais gardent, entre guillemets, leurs excès. Elles prennent du poids et souvent deviennent même obèses. Lorsque les moyens de lutter, les régimes et les restrictions deviennent trop lourds, un laisser-aller s'installe, un sentiment d'impuissance, de découragement qui peuvent ressembler à de la dépression. L'anorexie, c'est un peu différent. Le corps dénutri et déminéralisé perd ses armes physiologiques, la sérotonine, la dopamine, et il perd son instinct de survie et son énergie vitale. Il faut analyser en consultation la part physiologique et la part psychologique de la maladie. Elle peut nécessiter une hospitalisation et toujours un vrai suivi psychologique. Reconnaître la vraie faim de la pulsion. La vraie faim physiologique, c'est le ventre qui gargouille parce qu'on n'a pas mangé depuis plus de 4 ou 5 heures. La réponse à la vraie faim sera un repas normal. Le repas normal devrait prendre fin lorsque le signal de satiété est arrivé. La notion de satiété se traite en parallèle après avoir réglé les pulsions qui existent le plus souvent en même temps. La pulsion ou l'envie de manger, parce qu'on a vu une publicité ou qu'on passe devant une boulangerie alors qu'on a mangé correctement 1 heure avant, ou bien parce que quelqu'un nous a énervé, parce que nous sommes en colère, nous nous ennuyons, nous sommes tristes, ou dans un contexte émotionnel propice, festif ou stressant. L'addiction est une maladie neurologique, un véritable cercle vicieux. Tout d'abord, la consommation de sucre, la saturation des récepteurs grâce à un afflux de dopamine, la sensation de bien-être, une accoutumance à la sensation de bien-être, la diminution de la sensibilité des récepteurs à la dopamine,
la demande d'un nouvel afflux de dopamine pour saturer les récepteurs, la recherche du sentiment de bien-être et à nouveau la consommation de sucre pour la satisfaire. Le lien avec le microbiote intestinal. Qui gouverne notre métabolisme? Le microbiote est l'ensemble des micro-organismes, bactéries, levures, champignons, virus, vivant dans un environnement spécifique. Le microbiote intestinal humain contient environ 100 000 milliards de ces micro-organismes. Chaque humain en abrite 200 à 250 espèces. Une alimentation trop pauvre en végétaux crus, bonnes bactéries, et lactofermentation mène à un manque de diversité bactérienne et laisse la place aux micro-organismes agressifs et aux maladies. Il existe également un microbiote chez les végétaux, ainsi qu'un microbiote du sol et de l'océan. Par exemple, Candida albicans. Ces levures se multiplient lorsque l'on mange trop de sucre et de céréales. Elles s'en nourrissent, surtout si les bactéries qui les contiennent habituellement en respect sont détruites par les antibiotiques. Escherichia coli. La majorité des souches d'Escherichia coli sont inoffensives. Quelques-unes seulement sont pathogènes et sont impliquées dans les troubles alimentaires en mutant, en fabriquant une protéine spécifique qui mime l'action d'une hormone de la satiété, la mélanotropine. Ainsi, selon leur message, on aura trop faim ou pas assez. Akkermansia mucinifila. Ces bonnes bactéries maintiennent le métabolisme en bon état, protègent de la prise de poids et du développement adipeux. Des expériences chez les souris démontrent que celles à qui on a transplanté un microbiote détérioré et peu diversifié deviennent obèses, alors que celles qui reçoivent celui très sain et diversifié d'une personne mince ne le deviendront pas. Des réactions inflammatoires dans l'organisme, notamment favorisées par l'obésité et ou par une alimentation inappropriée, entraînent des modifications de l'équilibre des neurotransmetteurs dans le cerveau et peuvent déclencher des dépressions ou des addictions, des problèmes immunitaires. Le lien entre microbiote et cerveau. Les bactéries intestinales sécrètent des molécules qui activent différentes cellules, endocrines, immunitaires, les neurones. Ces cellules envoient alors des messages au cerveau par le nerf vague, le long de la colonne vertébrale, mais aussi par la voie sanguine, immunitaire et endocrine. Les probiotiques naturels. En plus des légumes crus, bio avec leur peau, voici les meilleurs aliments qui apportent des bonnes bactéries probiotiques pour diversifier votre microbiote. Certaines peuvent très simplement se faire à la maison. Le vinaigre de cidre non pasteurisé, le kombucha, le miso, le kéfir de fruits, le yaourt maison ou nature bio, les légumes lactofermentés maison, la choucroute crue, le kimchi, les cornichons non pasteurisés, le pain intégral bio de farine kamut si possible, au levain, les fromages fermiers non pasteurisés, le tamari, la sauce soja bio, le tempeh, le tofu lactofermenté. Lorsqu'on a toutes ces informations, il devient alors évident que l'on doit respecter cette merveilleuse machine qu'est notre corps humain. Cela passe par une alimentation physiologique et le respect d'une certaine hygiène de vie.
S'informer sur la physiologie de notre organisme, surtout sur le système digestif, c'est prendre conscience de sa complexité et sa fragilité. C'est alors qu'il est temps de mettre en place une nouvelle hygiène de vie et de parvenir à l'appliquer sur le long terme. La naturopathie est la voie la plus directe vers la santé. Une prise en charge globale de la personne. En début de consultation, un très long questionnaire très détaillé sur le passé, l'état de santé, les habitudes de vie actuelles. Les études des naturopathes ne sont pas soumises au lobby céréalier, laitier, de la viande ou du sucre. La naturopathie, c'est quoi? C'est d'abord un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques. C'est aussi œuvrer en symbiose avec les autres médecines, avec l'allopathie. Mon aliment, c'est moi. Je vous propose une alimentation physiologique, un rééquilibrage alimentaire, des ateliers pratiques d'alimentation physiologique, préparation des repas, du petit déjeuner au dîner, de l'aide par la phytothérapie, aromathérapie et nutrithérapie, les compléments alimentaires, un soutien psychologique, un suivi mensuel de perte de poids si besoin, et des conseils en hygiène de vie globale et des activités physiques. La naturopathie pour quelle problématique? Si vous êtes un peu trop gourmand et que cela commence à se ressentir sur votre état de santé, si vous vous sentez addict à certains plaisirs, si vous grignotez en permanence, si vous êtes en surpoids ou en obésité, si vous avez du cholestérol, du diabète, de mauvaises analyses, si vous souffrez d'autres pathologies dites de civilisation, intestinale, digestive, mal au ventre, acidité, ballonnement, constipation, arthrose, rhumatisme, maladie auto-immune, inflammatoire, maladie de peau, maladie ORL, allergie, en bref, pour tout le monde si votre santé n'est pas optimale. En prévention, tout d'abord, ça serait l'idéal, en complément d'un traitement médical avec l'accord du médecin, et surtout pour ne pas rechuter d'une maladie. Vivre longtemps, mais en bonne santé. Dans notre société de confort et d'abondance, il est très difficile de respecter les bases de la santé. Bouger et transpirer au moins 1 heure par jour. Manger de manière spécifique, littéralement adaptée à notre espèce. Avoir un repos de qualité, sommeil et sieste. Et maintenant, quelques solutions proposées par la naturopathie. L'aide de la phytothérapie, par exemple. Les plantes doivent être conseillées par un professionnel et validées par votre médecin. Elles peuvent avoir des contre-indications, des interactions. Elles peuvent être inefficaces ou dangereuses sans un protocole adapté à votre cas et à votre état de santé. La griffonia, la rhodiole, la valériane, la passiflore, le kudzu sont des plantes qui peuvent être proposées par la naturopathe. Nous avons aussi l'aide de la nutrithérapie, des compléments alimentaires. Le questionnaire très détaillé en début de consultation permet d'évaluer certains déficits et carences. La naturopathe peut alors conseiller certains compléments alimentaires sous forme d'acides aminés, de nutriments divers, sels minéraux, vitamines et oligo-éléments, et même des probiotiques. Le tryptophane, parmi les acides aminés, la glutamine, la phénylalanine, la tyrosine, le GABA.
Parmi les vitamines, sels minéraux et oligo-éléments, le magnésium, le zinc, les vitamines A, B, C, D, E, les acides gras essentiels et les probiotiques, en voici deux particuliers, le Lactobacillus rhamnosus et les Bifidobacterium. Si cela ne suffit pas, un retour en arrière rapide s'impose. J'ai eu une enfance tout à fait normale, avec de l'amour et aucun traumatisme. Prise de poids modérée à partir de 12 ans, qui s'est accentuée. Je pesais déjà 80 kg à 18 ans. Toute ma vie, j'ai recherché la cause. Pendant presque 50 ans, la nourriture a été mon ennemi. Depuis ma petite enfance, j'ai souffert d'une terrible maladie, dont j'ai parlé au début, que l'on m'avait toujours présentée comme psychologique et comportementale. Son nom, c'est la boulimie de type hyperphagique. Ces pulsions incontrôlables vers des produits sucrés et gras, et même salés et gras que je consommais de manière compulsive comme un alcoolique boit son alcool. Depuis longtemps, je me disais alcoolique de la bouffe, en me rendant compte que j'avais la chance de ne pas aimer l'alcool, car je pense que je le serais devenu. Des milliers de francs, puis d'euros dépensés dans diverses tentatives entre 1990 et 2012. Des psys, un naturopathe, un magnétiseur, de la méditation, la spiritualité, l'hypnose, plusieurs fois, un anneau gastrique, Dukan, Weight Watcher et les autres, les diététiciens, les nutritionnistes, les centres de cure, les endocrinos. Devant des parcours de vie comme celui-ci, et lorsque rien n'a fonctionné, il est temps d'envisager cette maladie sous un autre angle. Il y en a certaines pour lesquelles les médecines naturelles ne suffisent pas. Le ou la naturopathe doit savoir, lorsque c'est le cas, et avoir l'humilité de passer le relais ou proposer d'accompagner un traitement médical. Dans le meilleur des cas, selon le médecin, la coopération entre les deux praticiens peut se faire au bénéfice du malade. Une rencontre. Un jour, en 2011, j'ai rencontré justement une de ces personnes alcooliques. J'ai eu le déclic en comparant nos parcours. J'ai souhaité aider cette jeune femme. C'est en parlant avec elle que j'ai compris que j'avais la même chose. Sauf que moi, c'était pas de l'alcool, c'était du sucre et surtout du sucre plus gras. Des biscuits, des gâteaux. Je me suis intéressée à l'addiction à l'alcool. J'ai commandé tous les livres que j'ai trouvés sur le sujet, dont le livre du professeur Amezen. Grâce à un vieux médicament, le baclofène, redécouvert par ce professeur, elle a guéri en 7 mois de son addiction à l'alcool le 25 janvier 2012. J'ai commencé mon traitement en avril 2012 et le 5 juin, ça a été mon tour. J'ai mangé ce soir-là mon dernier chocolat compulsif. Je suis capable depuis d'en manger un sans finir la boîte. Le vieux médicament dont j'ai pu bénéficier peut être prescrit par un médecin expérimenté. On peut me demander des coordonnées. Je ne ferai alors qu'accompagner le traitement avec l'accord du médecin. Comment ça marche? Baclofène est le nom générique d'une vieille molécule des années 70, passée dans le domaine public depuis très longtemps. C'est le professeur Amezen, cardiologue, qui a redécouvert des travaux sur cette molécule pour l'indication addiction à l'alcool en premier lieu. Des conflits d'intérêts sont en cours à son sujet. Sa rentabilité et son faible prix n'en font pas un médicament intéressant, sauf pour les malades qui souffrent. Comment ça marche? Quelques explications scientifiques à approfondir par diverses lectures sur le sujet
et en participant au forum baclofen.com ou sur un groupe Facebook par exemple. Le baclofen est un agoniste des récepteurs GABA-B qui sont extrêmement nombreux dans le cerveau, en particulier dans les centres de la régulation de la vigilance et les voies sensorielles. Ces récepteurs ont une importance toute particulière dans les mécanismes de la récompense, souvent mis en jeu dans l'addiction, mais ils interviennent aussi dans d'autres mécanismes de l'addiction comme la mémoire et les compulsions. Le baclofen, en activant le récepteur GABA-B, permettrait non seulement de réduire les tensions qui peuvent participer à la motivation de la prise d'alcool ou de certaines nourritures sucrées, mais aussi de limiter cette prise par différents autres mécanismes. Parce qu'il cible de façon sélective le récepteur GABA-B, le baclofen n'est pas addictogène comme peuvent l'être par exemple les benzodiazépines, le GHB ou d'autres molécules utilisées dans la substitution. Tout comme les acides aminés peuvent être utilisés, un antidépresseur ponctuellement aussi, ce vieux médicament pourrait faire partie de l'arsenal pour lutter contre cette maladie, surtout dans les parcours où tout a déjà été tenté, les psys, l'hypnose, les cures, etc.